aujourd'hui dans le journal Le Monde, vous demandez à la France d'accorder de l'asile politique pour le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Vous interpellez en particulier le nouveau ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. À l'époque, quand il avait plaidé pour justement un asile politique, il était avocat. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous pensez que cela fait une différence ? Ce sera à vous de lui poser la question et de la poser au président de la République dans la journée, parce que nous repartons simplement de ces déclarations dans une conférence de presse retentissante le 20 février, à quelques jours de l'ouverture du procès de Julian Assange, où il y avait une centaine de journalistes du monde entier, et où il a expliqué qu'il allait demander incessamment sous peu, dans l'heure, rendez-vous au président de la République pour demander l'asile. C'était la première fois, ça nous intéressait beaucoup parce que nous travaillons sur le dossier depuis 2 ans et les avocats anglais ne voulaient pas tout de suite faire une demande d'asile en France. Ils nous avaient dit qu'il faut attendre que le procès se soit déroulé. Le procès a commencé fin février, il reprend le 7 septembre. Donc les avocats anglais voulaient attendre. Mais à force d'attendre Godot ou d'attendre on ne sait trop quoi, il y a un risque de ne plus pouvoir accorder l'asile parce que nous sommes liés avec l'Angleterre par les accords de Dublin. Avec le Brexit, ces accords de Dublin n'existeront plus à la fin de l'année. Il y aura des accords bilatéraux entre l'Angleterre, par exemple, et les États-Unis. Donc, actuellement, si la France accorde l'asile à Julian Assange, l'Angleterre, du fait des traités, est obligée de le remettre, de lui permettre de venir en France. Bon. Donc c'est extrêmement important, il reste 6 mois. Et c'est la raison pour laquelle nous avons repris l'offensive, parce que depuis le mois de février, on n'a plus rien entendu. Il y a eu le Covid, certes, mais le garde des Sceaux, le futur garde des Sceaux, qui était alors l'avocat de Julian Assange, tout frais nommé, n'a pas repris le flambeau, il ne s'est rien passé. Bon, ça fait quand même 6 mois. Donc tout simplement, nous lui demandons rendez-vous publiquement parce que nous voulons et nous demandons dès aujourd'hui que la France accorde l'asile. Qui peut accorder l'asile? D'une part, le président de la République, avec un dossier qui est instruit par la chancellerie, bien sûr, pour l'essentiel. Donc c'est le sens de cette démarche, puisqu'on sait maintenant que le garde des Sceaux est très proche du président de la République, donc il n'a qu'à téléphoner, il peut agir très facilement pour demander au président de prendre, c'est la Constitution qui permet au président de donner un asile. Alors c'est un asile qui n'est pas aussi solide que l'asile qui est donné par l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et apatrides. C'est un asile politique qui peut changer. Par exemple, quand François Mitterrand avait accordé l'asile à des terroristes plus ou moins italiens, lorsque le gouvernement a changé, ces supposés terroristes ont quitté la France parce que on les voulait plus. Voilà. Quant à l'asile de l'OFPRA, là c'est assez différent, c'est une procédure que tout le monde peut faire et qui est solide, et quand vous avez le titre de réfugié politique, il est à vie, sauf si vous faites évidemment des choses contre la France. Donc il y a 2 asiles possibles, mais dans l'immédiat, je veux dire dans 3 jours, le président de la République peut dire oui, nous accordons l'asile. Et à votre avis, est-ce qu'il peut dire oui? Vous êtes probablement dans la confidence. Malheureusement non, parce que tout le monde et tous les journalistes se posent la question. L'actuel garde des Sceaux, donc il y a quelques mois avocat, a dit ça devant 100 journalistes du monde entier. Il a dit « je vais demander l'asile ». La vidéo se trouve sur Facebook, intégrale. « Je vais demander l'asile dans l'heure qui suit au rendez-vous au président de la République ». Bon, ça fait quand même 6 mois, il ne s'est rien passé. Donc tout le monde pense, depuis toujours, que la France a des intérêts puissants, secrets, avec les Américains, avec les Anglais, comme tous les États. Personne ne sait quels peuvent être ces intérêts qui pourraient amener le président de la République à ne pas vouloir fâcher les Anglais ou à ne pas vouloir fâcher les Américains. Mais ça ne nous concerne pas. Je veux dire, les Français, c'est le pays des droits de l'homme. Il y a un homme qui est en train de mourir en prison à petit feu, qui risque de mourir dans la prison de Belmarsh en Angleterre, et qui, s'il est extradé aux États-Unis, mourra dans une cellule pendant 175 ans, enfin, le plus longtemps possible, puisqu'il ne pourra jamais sortir, et qui est accusé d'espionnage, alors que c'est pas du tout un espion, c'est un journaliste. Donc, cet homme, il faut le sauver,
Et il faut agir le plus vite possible. Alors, vous dites justement qu'il y a 6 mois, qu'il reste 6 mois, c'est très peu, c'est un délai très court, vu le dossier qui est très sensible politiquement, diplomatiquement. On voit aussi que ça peut devenir une source de tension entre la France et les États-Unis. Pas sûr que la France ait besoin de nouvelles tensions à ce niveau. Écoutez, ça c'est le problème des gouvernants. Nous, on est une ONG, on est indépendant, on ne rend compte à aucun État. J'aime mon pays, j'aime les Américains, mais il y a une injustice majeure qui est faite pour se venger et pour faire peur en fait à tous les journalistes qui seraient capables de faire comme Julian Assange, c'est-à-dire à révéler les choses que les États ne veulent pas voir révélées. Là, c'est les États-Unis, mais ça pourrait être d'autres pays, puisque Wikileaks a révélé beaucoup de choses. Ils font leur métier de journaliste. Donc, c'est une intimidation très grave. Face à ça, que pèsent les intérêts américains? Moi, je me lève pas tous les matins ou je ne vis pas en pensant aux intérêts américains. Bon, est-ce que c'est des intérêts militaires? Donc la question, il faudrait la poser, ce sera peut-être la prochaine étape, mais ça peut être vous, journaliste, à l'Élysée, oui ou non, puisqu'il n'y a jamais été répondu. Bon, il y a une relance de la demande d'asile. Votre garde des Sceaux actuel a pris position à 300% pour l'asile il y a 6 mois. Quelle est votre position? Est-ce que oui ou non, Monsieur le Président, vous êtes prêt à accorder l'asile à Julian Assange? Vous pouvez le faire dans les 8 jours qui viennent. Et si vous ne voulez pas le faire, expliquez-nous pourquoi. Je m'appelle Samuel Vincourt, j'ai 27 ans, je suis employé polyvalent et délégué du personnel au Biocoop Le Retour à la Terre dans le 11e arrondissement de Paris. Avec les salariés des magasins, nous avons fait 2 journées de grève, le 9 juillet et le 1er août, pour améliorer nos conditions de travail. On a 3 revendications à faire valoir à la direction. La première, c'est qu'elle a décidé d'ouvrir un des magasins le dimanche. La deuxième, c'est pouvoir négocier des ruptures conventionnelles pour tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté ou leur poste. Et la troisième, c'est une revalorisation des salaires, des compétences de chacun à l'intérieur de l'entreprise. Cette grève, elle sort pas de nulle part. En fait, on a eu un déclic, la fin du confinement. Dans nos magasins, on a été extrêmement soumis à beaucoup de pression, à une charge de travail plus importante. Beaucoup de responsables n'étaient pas là. On a réussi à faire tourner les magasins, et bien par nous-mêmes. Et on ne peut pas accepter de retourner à la normale et de voir nos conditions de travail encore se dégrader avec l'ouverture des magasins le dimanche. C'est notre mobilisation à nous, mais elle est aussi le reflet d'un malaise général dans la bio soi-disant éthique, incarné principalement par Biocoop. Notre première journée de grève, ça a été le jeudi 9 juillet. On a suivi l'appel de la CGT Commerce et Services. On les a rejoints devant Italie 2 à Paris. Biocoop, depuis quelques années, a décidé de s'étendre à tout prix pour mieux concurrencer la grande distribution. On voit que les porteurs de projets, c'est de plus en plus des gens qui sortent de la Startup Nation et qui sont plus préoccupés par la rentabilité et rapide que par le bien-être de leurs salariés ou par la coopération avec les producteurs. Ça nous a permis de rencontrer d'autres gens de la grande distribution, des camarades qui avaient perdu des collègues suite au Covid.
Ça a vraiment renforcé une solidarité. Ensuite, on est allé devant un de nos magasins. Directement, on a eu un délégué Biocop qui est venu essayer de régler le conflit en interne. Nous, on a refusé. On veut pouvoir être visible. On pense que c'est nécessaire. La deuxième journée, samedi 1er août, où on a été devant un des magasins. On est arrivé avec de la nourriture, on est arrivé avec de la musique, on a fait des prises de parole. L'idée, c'était de se rendre visible, de se rendre visible pour les clients, de se rendre visible par rapport à nos collègues qui étaient non grévistes encore, de leur montrer qu'en fait, on était dans une ambiance festive aussi, qu'on faisait grève, qu'on avait nos revendications, mais que on était là pour faire avancer les choses avec eux, pour les clients, pour nos collègues. À la journée de grève du 1er août, on a eu des soutiens d'autres magasins Biocop. On a eu des soutiens même de magasins Biocop qui venaient de Marseille. Et ça a été un moment incroyable pour nous. On n'est pas du tout dans une économie sociale et solidaire. Le but affiché, c'est d'augmenter les profits, s'aligner sur la concurrence, mettre les salariés en tant que variable d'ajustement d'une guerre économique. Le fonctionnement du réseau Biocop, c'est des magasins franchisés détenus par des patrons qui ont souvent un ou plusieurs magasins, qui donc décident seuls du fonctionnement des magasins, qui prennent seuls les décisions. Et on n'est pas du tout dans le modèle coopératif que présente la marque Biocop. Le caractère coopératif de Biocop, il peut s'exprimer dans certaines instances qui existent, mais qui sont détenues ultra majoritairement par ces détenteurs de magasins. Aujourd'hui, avec la croissance qu'a connue Biocop ces 10-15 dernières années, on n'a plus du tout la possibilité, en tant que salarié, de modifier décemment nos conditions de travail à l'intérieur des magasins. Les conditions de travail d'un employé polyvalent de Biocop, donc c'est 35 heures réparties sur 5 jours, pas d'obligation de 2 jours consécutifs de repos. Beaucoup de tâches qu'on doit faire souvent en autonomie, apprendre à gérer des commandes, on doit apprendre à gérer des rayons, on doit apprendre à faire tourner le magasin. Pendant la période du confinement, c'était aussi gérer les clients, gérer leur angoisse. On est souvent avec des clients qui nous demandent des conseils santé, des conseils d'alimentation. Ils veulent savoir d'où viennent leurs produits, donc il faut savoir leur présenter. Il faut en fait être un acteur de plein pied dans l'économie de l'agriculture biologique. Le problème, c'est que dans ce processus, en fait, nos compétences, nos qualifications, notre engagement est jamais valorisé. Finalement, en fait, c'est comme si après 2 ans de travail dans cette entreprise, tout ce que j'avais appris à faire, je valais pas mieux que le premier Pékin qui avait traversé la rue. On sait travailler, on le fait bien. Et on l'a prouvé. Et nous, maintenant, on demande en fait que tout ça se soit valorisé et reconnu. Le salaire minimal de Biocop, donc c'est SMIC plus 10%. Il existait avant une grille des salaires dans la convention Biocop qui permettait d'évoluer dans le temps, d'évoluer selon son niveau d'expertise. Il a été décidé de l'enlever de la convention Biocop parce qu'elle serait trop bénéfique pour les salariés. On parle ici de salaires qui atteignent maximum, ça devait être 1 500 € pour un salarié polyvalent. Et ça, c'était déjà trop, on en donnait trop aux salariés. Nous, notre conflit est avec notre direction, mais on sait que le levier qui nous fera gagner, ce sera la médiatisation, ce sera de mettre Biocop et la marque entière face à ces contradictions, parce que c'est une marque qui fonctionne énormément à l'image. Biocop doit vivre à la hauteur de ses promesses, donc on compte sur le public. Tous les rapports avec les clients ont été super, c'est-à-dire qu'en fait les gens ils se rendent compte de ce qui se passe un peu derrière le rideau. Eux ils veulent aussi que ça change, ils sont fiers de consommer dans ce genre de magasin parce qu'ils pensent qu'ils font vraiment une différence. Nous, ce qu'on s'est rendu compte en parlant avec les clients, en faisant de la diffusion de tracts, c'est que énormément de clients étaient sensibles évidemment à la question écologique, mais aussi à la question sociale. C'est important pour eux de consommer dans une économie sociale et solidaire. Ils veulent quelque chose qui soit plus que des mots. On veut aussi, par respect en fait pour les clients qui nous font confiance en consommant dans nos magasins, que cet engagement-là soit respecté. Quelque chose qui apparaît en fait maintenant, c'est que notre écologie, pour lequel on est allé dans les magasins Biocop, etc. En fait, cette écologie, elle doit être sociale aussi, elle doit être populaire. Maintenant, on peut plus se contenter de payer des gens au SMIC qui ne peuvent pas se payer ce qu'ils vendent eux-mêmes. Il faut que nous, on soit capable de consommer aussi, que le bio, ce ne soit pas réservé, et l'écologie de manière générale, ce soit pas réservé qu'à des gens qui ont les moyens de se le payer. Porter les revendications qui sont celles des Gilets jaunes depuis près de 2 ans maintenant, à savoir donc une justice sociale, justice fiscale. L'accent a également été mis sur les taxes, sur les produits de première nécessité. C'est ce qui apparaît en tout cas dans la déclaration de cette manifestation aujourd'hui, manifestation en forme de répétition, nous expliquent les Gilets jaunes, puisqu'ils visent désormais la rentrée, le mois de septembre, une rentrée qu'ils annoncent chargée avec notamment une date, celle du 12 septembre, où un appel à la mobilisation nationale a été lancé par plusieurs groupes de Gilets jaunes ainsi que par d'autres organisations.
Écoutez à ce sujet 2 gilets jaunes que nous avons pu interroger avant le départ de cette manifestation aujourd'hui. La rentrée sera quand même très revendicatif. Il y a des préoccupations qu'attendent les Français aujourd'hui, c'est comment vivre dignement. Et on avait toujours demandé qu'il y ait un Grenelle du pouvoir d'achat qui soit fait, un Grenelle du pouvoir d'achat économique et fiscal qui soit organisé par l'État pour savoir si aujourd'hui, avec son salaire, on peut vivre dignement. Et la rentrée scolaire aujourd'hui, lorsque les gens ont vu que coût que ça va coûter la rentrée scolaire, les obligations qu'ils vont devoir avoir de façon à assurer la distanciation sociale, sans doute le vaccin obligatoire, l'isolement des enfants. Il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer à la rentrée scolaire. Il peut y avoir une seconde colère, une deuxième vague qui peut venir d'un peuple en colère sur ce côté obligation, répression et soumission. On dit qu'il y a la seconde vague du Covid, et il va y avoir la seconde vague gilet jaune, le hashtag 12 septembre. Et on voit encore, comme vous le dites ici, il n'y a pas grand monde, mais il y a quand même un peu de monde pour une période de vacances. Et ouais, c'est une date très importante, hein. Ça va montrer le mécontentement de la population, comme on peut le voir en ce moment, c'est délicat dans notre pays, hein. Puis même les personnalités s'y mettent, quand on voit Jean-Marie Bigard qui a aussi fait un appel à être le hashtag 12 septembre lui-même aux côtés de Jérôme Rodriguez. Donc oui, il va y avoir du mouvement dans le début de septembre, dans la rentrée, pardon. Maintenez l'héritage et faites-le fructifier des générations qui se sont sacrifiées au combat. Et si cet été, vous avez comme moi, le 13 août, regardé l'univers infini et entendu son silence tandis qu'on vous demandait de regarder les comètes passer, si vous avez entendu ce bruit froid qui vous parlait si fort en vous disant de toute façon, tout ça ne porte aucun sens, tout ça ne porte aucune direction, il n'y a d'autre direction et de sens à l'existence que celle qu'on lui donne. Et cette existence n'a de sens que quand elle se construit dans le dévouement et la relation aux autres, c'est-à-dire à l'appartenance à la communauté humaine, à sa similitude. Tel est le choix qu'ont fait avant nous des générations de femmes et d'hommes qui se sont battus pour tout ce que nous avons et qui nous fait présent ici ensemble. Si vous avez entendu ce silence, alors vous avez entendu tout aussitôt la voix de votre conscience et celle de votre cœur. Nous avons besoin d'appui, d'aide, d'enthousiasme dans la tâche terrible qui nous attend, car non seulement il faut mener ce combat, mais il faut le gagner. Et le gagner, il faudra gouverner, et il faudra le faire dans une adversité quasi totale. Que ferais-je alors, moi? Pourquoi moi? Voilà quelle est mon ambition. Voilà quelle est ma part particulière de mégalomanie. Oui, je veux avoir marqué ce chemin de ma contribution comme homme, comme vous, chacun d'entre vous l'a fait dans son village, dans sa famille. Notre honneur est cette continuité. Je ne vois pas de rupture dans mon existence, que j'ai été trotskiste, socialiste et républicain toute ma vie et à cet instant encore, partisan de la révolution citoyenne et la soutenant dans le monde, élaborant les idées théoriques et pratiques qui permettent de donner un contenu concret à la radicalité que nous portons. Je n'y vois pas de rupture. J'en suis fier et je suis sûr que chacun d'entre vous se dit la même chose, pensant à sa propre expérience de syndicaliste, d'associatif, de père, de mère, de famille, de frère, de sœur, qui les uns aux autres vous apportez toute cette richesse. Alors moi, qu'est-ce que je ferai ? Manuel Bompard est en ligne avec nous, député européen La France Insoumise. Merci. Je vais vous demander votre avis. Je sais ce que vous allez me répondre. Il faut que ce soit l'État qui paye ses masques. Ah oui, bien sûr. Nous, ça fait maintenant depuis le mois de mai que nous disons qu'il y a un problème, que d'abord qu'il fallait généraliser le port du masque. Le gouvernement a mis 2 mois à se rendre compte que c'était sans doute une mesure indispensable. Et ensuite qu'à partir du moment où on considérait que les masques devaient être obligatoires, ils devaient être gratuits. Pour moi, c'est vrai dans la rue, c'est vrai dans la société, j'ai envie de dire en général. C'est encore davantage vrai à l'école, à partir du moment où l'école est obligatoire, que l'on dit que le masque doit être obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans, et que la question est posée de savoir comment ils vont être en capacité d'arriver à l'école avec un masque. Et il y a des questions qui sont des questions d'égalité, parce que j'entends que le président du Conseil général du 93 va fournir des masques, j'entends que la mairie de Marseille va le faire, que Valérie Pécresse va le faire, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas être soumis à un régime particulier en fonction du département, de la région ou de la commune qu'on habite. Ça pose un problème d'égalité devant la loi. Ce que vous dites, c'est ce que disait Philippe Juvin ce matin, effectivement. Mais c'est jamais gratuit, Manuel Bompard. C'est la Sécu qui paye si c'est gratuit. Donc ce sont les Français qui payent. Alors est-ce qu'il vaut mieux pas la solidarité nationale, justement pour fournir les plus démunis
Alors après, il faut mettre une jauge, évidemment, hein, bien entendu. Ou est-ce que, il faut que tout le monde paye via la Sécu, en fait? Mais justement, la solidarité nationale, qu'est-ce qui l'organise si ce n'est l'impôt et la sécu? Quand vous payez votre impôt, quand vous payez vos cotisations à la sécurité sociale, ça dépend de votre rémunération, de votre salaire, de vos revenus. Et l'impôt ou la sécurité sociale sont des moyens de redistribution et des moyens d'égalité. Alors que si vous laissez les gens en fonction de leurs revenus payer ou ne pas payer le masque, vous avez des effets de seuil. C'est-à-dire que le gouvernement nous dit qu'il y a 7 millions de personnes à qui on va fournir des masques gratuits. C'était la réponse qu'avait fait M. Véran au moment où nous avions déposé cette proposition de loi. Sauf qu'il y a 9 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Sauf que le salaire médian en France est autour de 1 800 € net par mois. Ça veut dire que 50% de la population gagne moins que 1 800 € net par mois. Et donc vous voyez bien pourquoi 7 millions, pourquoi pas 8 millions, 9 millions. Donc la manière d'organiser ça par l'égalité, c'est par l'impôt. Et par l'impôt, ça veut dire par la prise en charge par l'État du coût de ces masques. Ça me paraît être la mesure, au contraire, qui garantit l'égalité sociale. Bon, on verra parce que Jean Castex va faire des annonces cette semaine. Peut-être que tout ça va évoluer. Vous restez avec nous, Manuel Bompard, parce que je voudrais vous interroger aussi sur l'entreprise. Plaisir. Le port du masque dans l'entreprise. Alors, Manuel Bompard, il peut y avoir des sanctions. Je suis salarié dans une entreprise, je ne porte pas mon masque dans le couloir ou dans l'open space. Il peut y avoir une sanction. Je voudrais votre réaction là-dessus. Non, mais d'abord, il faut dire que le port du masque obligatoire dans l'entreprise, ça me paraît être une mesure qui va dans le bon sens, mais c'est une mesure qui est très largement insuffisante, parce qu'elle ne règle pas tous les problèmes de l'exposition par le travail à une éventuelle contamination. Et donc la question qui est posée, c'est comment dans les entreprises, on associe les représentants des salariés, les organisations syndicales, ce qu'on appelait avant les CHSCT, qui sont en charge des questions d'hygiène, de conditions et de sécurité de travail, pour faire en sorte d'adapter au mieux les conditions de travail, pour faire en sorte que les gens qui viennent travailler ne soient pas mis en danger. Si on fait cette démarche, si on le fait en lien avec les organisations syndicales et les représentants des salariés, il n'y a pas de raison que les salariés ne respectent pas les règles qui ont été mises en place, parce qu'ils comprendront bien que les règles, elles sont mises en place pour les protéger. Est-ce que ça vous choquerait, Manuel Bompard, qu'on vous dise que votre manager vienne vous voir en disant tu vas avoir un avertissement convoqué à la DRH parce que tu n'as pas porté ton masque dans le couloir? Mais pas si j'ai participé à élaborer les règles qui me permettent de me sentir protégé dans mon travail. Mais attendez, vous prenez le problème comme ça. Je voudrais quand même dire que Madame Borne vient de sanctionner un inspecteur du travail, il s'appelle Anthony Smith, justement parce que pendant la période du confinement, il avait exigé des employeurs, pas des salariés, le fait qu'il fallait doter les salariés de matériel de protection. Et elle lui avait dit, vous outrepassez votre fonction, il vient d'être sanctionné. Alors vous voyez, les sanctions, elles sont pas toujours là où on a l'impression qu'elles devraient être. Alors, Manuel Bompard, c'est quoi votre analyse? Il faut sanctionner ou pas? À partir du moment où il y a une règle qui est une règle d'obligation, si elle n'est pas respectée, bien évidemment qu'il faut qu'il y ait des sanctions. Mais les sanctions, c'est la dernière étape. Et d'abord, il faut essayer de faire en sorte que les gens comprennent que le port du masque, c'est pas pour les embêter et que c'est utile pour faire face à cette épidémie. Il faut dire quand même que le discours gouvernemental mouvant sur le sujet n'a quand même pas aidé à ce que les gens se disent que c'est indispensable de porter ce masque. Néanmoins, il faut le faire, il faut faire ce travail-là. Et la question de la gratuité d'accès dont on parlait tout à l'heure, elle est aussi une manière de faire descendre les tensions. Parce que si vous arrivez dans le bus et vous vous êtes rendu compte que vous avez oublié le masque à la maison, si le chauffeur a une pile de masques à côté et vous dit mettez un masque pour monter dans le bus, peut-être qu'il y aura moins de tension que si vous lui dites il faut que tu retournes chez toi pour le chercher. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que c'est pour ça et que ça excuse des comportements qui sont des comportements de violence. Bien évidemment, c'est pas le cas. Mais l'accès au masque, elle peut aussi être une manière de faire descendre des tensions qui pourraient émerger sur ce sujet.